Bonjour et bienvenue sur TechClash pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir sa batterie externe en 2026. Et on va s'attaquer à une frustration, je pense, universelle. Qui n'a jamais acheté une batterie externe en se fiant aux gros chiffres sur la boîte, genre 20 000 mAh, en pensant recharger son téléphone 5 ou 6 fois, pour au final peiner à en tirer 2 charges complètes? C'est rageant. Pour décrypter tout ça, nous avons invité un expert. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous, c'est un plaisir d'être là pour éclaircir ce sujet, qui est bien plus technique qu'il n'y paraît. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Ce fameux chiffre, cette capacité en milliampères-heure affichée en gros sur l'emballage, pourquoi est-ce si souvent trompeur? Eh bien, c'est vraiment le cœur du problème. Tout part d'une confusion, qui est, disons-le, savamment entretenue par le marketing, autour de ces fameux milliampères-heure, les mAh. Le chiffre en soi n'est pas un mensonge, attention, mais la façon dont il est calculé et présenté, là, c'est une autre histoire. Pour bien comprendre, il faut imaginer la batterie externe comme un réservoir d'eau. À l'intérieur, vous avez des cellules, généralement en lithium, qui stockent l'énergie à une tension bien précise, 3,7 volts. Le souci, c'est que nos téléphones, nos tablettes, eux, ils ne se rechargent pas à 3,7 volts, mais à des tensions plus élevées, généralement 5 volts, 9 volts, voire plus pour la charge rapide. La batterie est donc obligée de faire une conversion. Ah, d'accord, je commence à comprendre. Le chiffre sur la boîte, ces fameux 20 000 mAh, c'est la capacité de stockage brute à 3,7 volts avant même que l'énergie ne soit transformée? C'est exactement ça. Le chiffre marketing est mesuré à la tension des cellules internes, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'énergie qui sort de la batterie, la capacité réelle, celle qui est délivrée à 5 volts ou plus. Et cette étape de conversion, elle n'est pas sans conséquences, elle engendre des pertes d'énergie. Des pertes? On parle de beaucoup? Et c'est là que le bas blesse. En fonction de la qualité de l'électronique de la batterie, on estime cette perte entre 20 et 30%. C'est énorme. Concrètement, votre batterie de 20 000 mAh ne vous donnera au mieux que 16 000 voire 14 000 mAh réellement utilisables. C'est cette différence qui crée la déception. Mais oui, voilà l'explication. C'est fou. Bon, maintenant qu'on sait que le chiffre des milliampères-heure n'est pas le plus fiable, sur quoi doit-on se concentrer? J'imagine que la puissance de charge entre en jeu. Absolument, c'est même devenu le critère le plus important. La puissance, qui s'exprime en watts, c'est tout simplement la vitesse et la force de la charge. Une batterie qui sort 10 watts ne se comportera pas du tout de la même manière qu'une autre qui sort 100 watts, même si elles affichent la même capacité en milliampères-heure. C'est la puissance qui va dicter si vous pouvez recharger rapidement et surtout si vous pouvez alimenter des appareils plus gourmands en énergie. Et justement, parlons concret. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes si on veut juste recharger un smartphone de temps en temps, ou bien une tablette, ou le Graal, son ordinateur portable. Comment on fait le tri? Alors, pour simplifier, on peut raisonner par usage. Pour un smartphone moderne, une batterie entre 10 000 et 20 000 mAh, avec une puissance de 18 à 30 watts, c'est parfait. Pour une tablette, on va monter un peu en gamme, viser plutôt 20 000 mAh minimum, et surtout une puissance de 30 à 45 watts pour que la charge ne soit pas interminable. Mais là où tout change radicalement, c'est pour les ordinateurs. Oui, c'est la grande promesse de beaucoup de modèles aujourd'hui, pouvoir recharger son ordinateur n'importe où. C'est une promesse qui a des prérequis techniques et ils font strict. Pour un ordinateur portable, oui, la capacité est importante, mais la puissance, elle, n'est pas négociable. Il faut un minimum absolu de 60 watts en sortie et idéalement 100 watts sur un port USB-C qui le permet. Sans ça, soit la batterie ne chargera pas du tout l'ordinateur, soit elle le fera de manière tellement lente que ça n'aura aucun intérêt. C'est très clair. Une autre chose qui peut dérouter, ce sont tous les sigles sur les boîtes, PD, QC, PPS. On a l'impression de lire une langue étrangère. Est-ce que c'est vraiment important de s'y attarder? C'est même absolument crucial. Ces sigles, ce sont les protocoles de charge rapide. En gros, c'est le langage qui permet à la batterie et à votre appareil de dialoguer pour s'accorder sur la meilleure vitesse de charge possible sans risque. S'il n'y en a qu'un à retenir en 2026, c'est Power Delivery ou PD. C'est devenu le standard universel indispensable pour les produits Apple, Google et surtout obligatoire pour tous les ordinateurs portables. Quick Charge et PPS sont des bonus intéressants, mais le PD, c'est la base. Très bonne information. Une question très pratique maintenant, que beaucoup se posent, les voyages en avion. Est-ce qu'on peut prendre toutes ces batteries avec nous? Oui, mais attention, il y a une règle d'or. Les compagnies aériennes ne s'intéressent ni au mAh ni au watt. Elles regardent une troisième unité, les wattheures, le WH, qui représente l'énergie totale stockée. Et la limite légale en cabine est fixée à 100 watts. Pour vous donner un ordre d'idée, une batterie de 20 000 mAh est généralement en dessous. Mais au-delà, il faut absolument vérifier avant de partir pour éviter une mauvaise surprise à la sécurité. Et enfin, un point qu'il ne faut jamais négliger, la sécurité. Les petits logos comme CE, FCC ou ROHS ne sont pas juste là pour faire joli. Ils garantissent que la batterie a passé des tests de sécurité stricts contre les risques de surchauffe, de court-circuit, bref, d'incendie. Une batterie sans aucune de ces certifications, c'est un drapeau rouge. Il faut l'éviter à tout prix. C'est limpide. Si on devait résumer tout ce qu'on vient de se dire, quelle serait la checklist ultime pour être sûr de faire le bon choix
et ne plus jamais se tromper en achetant une batterie. Juste avant la checklist, permettez-moi de tendre le cou à 3 mythes tenaces. D'abord, plus de 1000 ampères-heure, c'est forcément mieux. On a vu que c'est faux à cause de la perte. Deuxièmement, une sortie 100 watts charge tout plus vite. Faux. Si votre téléphone n'accepte que 25 watts, la batterie s'adaptera, elle n'enverra pas plus. Et enfin, le plus important peut-être, tous les câbles USB-C sont identiques. C'est absolument faux. Un câble bas de gamme peut complètement brider une super batterie de 100 watts et la limiter à 10 watts. Le câble est aussi important que la batterie elle-même. Bien, alors la checklist en 4 points très simples. Premièrement, définissez clairement vos besoins. Quels appareils allez-vous charger? Deuxièmement, regardez d'abord la puissance en watts et la présence du protocole Power Delivery, PD, avant même la capacité en milliampères. Troisièmement, vérifiez la présence des certifications de sécurité. Et quatrièmement, investissez dans une marque reconnue. La qualité des composants et la fiabilité, ça se paie, mais ça fait toute la différence. Pour conclure, je dirais que le bon choix, ce n'est pas la batterie avec le plus gros chiffre sur la boîte. C'est celle qui offre la meilleure cohérence, le meilleur équilibre entre vos besoins réels, la puissance de charge, la capacité utile et bien sûr la sécurité. C'est une conclusion parfaite. Un immense merci pour ces explications. C'était vraiment passionnant et j'en suis sûr ça va aider beaucoup de monde à y voir plus clair. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire avec un pouce en l'air. Sinon, un pouce en bas, ça nous aide aussi à nous améliorer. Surtout, pour ne rien rater de nos prochaines pépites technologiques, pensez à vous abonner à TechClash. Et bien sûr, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce sujet et partagez les thèmes que vous aimeriez nous voir traiter. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur TechClash.